Eh bien c'est parti, on y va. Objectif du jour, donc 1 heure pour créer son premier site web sur WordPress. C'est un objectif assez ambitieux, je vous l'accorde, donc on va essayer de faire rentrer le plus de connaissances possible dans l'heure qui nous est attribuée. Hop. Alors, je me représente extrêmement rapidement. Donc moi, je m'appelle Léopoldine, je suis la fondatrice de WebMyDay. Avant de fonder WebMyDay, j'ai été web designer pendant 3 ans, d'abord en CDI et puis après j'ai monté ma propre agence. Et puis à la fin de cette expérience, je me suis dit que j'avais envie de partager. Et donc on a créé avec Victor WebMyDay. Le sommaire de notre webinaire d'aujourd'hui, eh bien, je vous propose 4 points essentiels qui sont vraiment des choses qu'il faut absolument démystifier pour que vous puissiez commencer et amorcer la création de votre site web sereinement. Donc numéro 1, on va regarder ensemble la mise en ligne du site web. Qu'est-ce qu'il faut acheter, pas acheter, de quoi on a besoin, pourquoi on en a besoin. Numéro 2, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut installer et lancer WordPress. Je tiens énormément à cette partie numéro 2 parce que nous, la plupart des personnes qui rejoignent notre formation chez WebMyDay sont bloquées à ce point numéro 2 et on va le voir pourquoi. Il y a vraiment beaucoup de choix à faire à ce moment-là et c'est important d'être accompagné et d'avoir les bonnes infos pour pas perdre trop de temps. On enchaînera ensuite, et bien là on va passer sur du concret, comment créer sa page d'accueil. Donc à ce moment-là, je vais quitter mes PowerPoint, on va vraiment se connecter à WordPress ensemble, on va découvrir l'interface, dans la même idée on va démystifier l'interface et on va venir commencer à créer du contenu avec 2 constructeurs que je vous ai sélectionnés, un gratuit et un payant, comme ça vous avez le choix. Et enfin, dernière petite partie sur les 5 plugins incontournables que je vous conseille d'installer sur votre site web. Ça va aller assez vite, mais c'est important de les connaître. Vous allez voir que la plupart vont vraiment vous permettre de changer la donne sur votre site web. Donc c'est vraiment important de les voir ensemble. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça doit vouloir dire oui. Ok. Eh bien, je vous propose qu'on passe donc à la première partie, donc mise en ligne du site. Déjà, concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en ligne un site internet? Je vous propose 4 indispensables, vraiment 4 choses qu'il faut mettre dans votre sac lorsque vous vous lancez dans la création de votre site web. La bonne nouvelle, c'est que parmi ces 4 choses, c'est des choses qui sont ou gratuites, ou pas cher et simple. C'est-à-dire que là, à la fin de ce webinaire, si vous n'avez pas déjà ces 4 choses-là, vous pouvez vraiment les acquérir et les mettre en place 15 minutes après la fin de ce webinaire. Et c'est vraiment moi mon objectif. J'espère vraiment que la plupart d'entre vous, à la fin de ce webinaire, auront des actions concrètes à mettre en place, vraiment des choses que vous allez pouvoir faire tout de suite et qui vont avoir des conséquences rapides sur votre business. Donc, les 4 indispensables pour mettre en ligne votre site internet. Les 2 premiers vont de pair et on va bien évidemment venir creuser un petit peu ce sujet. On a donc le nom de domaine, l'adresse de votre site web, une formule d'hébergement, grossièrement un petit peu d'espace web pour pouvoir installer tout ça, un CMS. Alors, un CMS, on viendra le redéfinir aussi, mais en gros, un logiciel, un outil, no code, là pour le coup, qui va vous permettre de créer le site web. Alors, j'aurais pu mettre / une feuille de code, évidemment. Alors, partons du principe qu'on va quand même mettre en ligne un site web no code. Donc, numéro 3, en fait, une solution pour créer ce site web, donc un CMS. Et enfin, numéro 4, une fois le CMS choisi, on va devoir venir choisir un thème. Alors chez WordPress ils appellent ça un thème, il y a quelques CMS qui n'appellent pas ça tout à fait comme ça, mais on va avoir besoin d'un moteur qui va faire tourner notre logiciel. Donc les 4 éléments, le nom de domaine, la formule d'hébergement, le CMS ou en tout cas le logiciel qui va nous permettre de créer ce site et le thème. On creuse un peu plus chacune de ces notions. Alors, numéro 1, qu'est-ce qu'un nom de domaine? En fait, un nom de domaine, c'est super simple. C'est une adresse simple qui permet aux internautes de trouver votre site facilement. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez vouloir que votre site soit trouvable à un endroit ou à un autre, vous allez le lier à une adresse IP.
Et c'est ce que vous voyez au-dessus, là, dans ma slide, adresse IP. Sauf que l'adresse IP, si on restait sur 95.100.64.233, ce serait vraiment difficile de venir le partager à des prospects sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, le nom de domaine a été créé pour démystifier, pour rendre plus simple la lecture de notre adresse IP. Donc, on le voit là sur ma slide avec l'exemple de la FNAC. On passe donc de 95, etc. à FNAC. Donc le nom de domaine, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment l'adresse de votre site web. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va pas pouvoir acheter un nom de domaine. On va pouvoir louer un nom de domaine. Et alors pourquoi dans ma slide précédente, je vous disais nom de domaine plus hébergement? C'est parce qu'en fait le nom de domaine ne vous apporte aucun espace sur le web. Il ne vous apporte que la propriété d'un nom. En fait, c'est un petit peu comme quand on déposerait son nom à l'INPI. Vous voyez, on a acheté, enfin en tout cas on a loué la propriété de ce nom. Mais la propriété de ce nom ne nous donne pas la possibilité d'y ajouter des fichiers, d'installer un logiciel. Et j'insiste un peu là-dessus parce que moi c'est une erreur que je vois très souvent chez nos apprenants, chez WebMyDay. On a parfois la sensation que le nom de domaine est suffisant et qu'on va pouvoir ensuite commencer à construire son site. Eh bien non, c'est pas suffisant. Le nom de domaine nous apporte vraiment la propriété sur un nom. Et pour pouvoir utiliser ce nom et commencer à travailler dessus, il va falloir qu'on se munisse d'un hébergement web. Donc, un hébergement web, une formule d'hébergement, en fait c'est la mise à disposition d'un espace de stockage, un espace web pour la publication de votre site internet. Alors ça fonctionne avec le petit schéma qu'on voit en dessous. Vous allez avoir un serveur et une base de données qui sont aujourd'hui des technologies complexes et qui prennent beaucoup de place, donc évidemment vous n'avez pas ça chez vous. Ça va être proposé par un hébergeur. Vous allez prendre une formule d'hébergement, en fait un contrat chez ces personnes-là, qui vont ensuite vous permettre d'y installer votre site. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est pour ça qu'il vous faut vraiment cette formule d'hébergement pour avoir la petite maison, pour avoir de la place dans laquelle vous allez pouvoir donc installer le logiciel, le CMS, l'outil no-code que vous avez choisi pour commencer à travailler sur votre site web. Mon conseil, et c'est vraiment un conseil sur lequel je vais insister, choisissez au maximum une formule comprenant un hébergement et un nom de domaine. Pour deux raisons. La première, c'est que forcément, ça va être plus économique puisque vous allez avoir une formule tout en un. Chez la plupart des hébergeurs, d'ailleurs, le nom de domaine est offert dans leur formule tout en un. Donc clairement, vous allez gagner mais vraiment pas mal d'argent dans cette manipulation. Mais surtout, ça va être beaucoup plus simple à gérer et ça, vraiment, c'est pas négligeable. Si vous avez votre nom de domaine et votre hébergement chez la même entité, en fait, ils vont être liés. C'est l'entité, c'est l'hébergeur qui va s'occuper de les lier ensemble. Si c'est pas le cas, vous allez avoir votre nom de domaine chez ce qu'on appelle un registrar. Donc c'est, comme je disais, quelqu'un qui va vous prêter, vous louer la propriété de ce nom de domaine, mais ne possède pas de serveur et de base de données en fait. Donc vous allez avoir ce nom de domaine chez le registrar, vous allez avoir de l'espace web, donc votre formule d'hébergement chez un hébergeur, et en fait pour lier les deux, ça va être un peu plus compliqué. Vous allez avoir des manipulations à faire. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible. Si là aujourd'hui vous avez acheté votre nom de domaine chez un registrar et que vous avez besoin de les lier, c'est absolument pas définitif, c'est tout à fait faisable bien évidemment, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc si vous pouvez encore faire ce choix, je vous conseille vraiment vivement de partir sur une formule possédant les deux. Et les formules possédant les deux, on ne va pas les trouver chez les registrars, mais on va les trouver chez les hébergeurs. Je vous propose donc un très rapide coup d'œil sur les quelques hébergeurs qu'on utilise nous le plus en France. Alors déjà, est-ce que certains d'entre vous en connaissent de nom? On peut dire OVH. OVH, ok. Ok. Ok, alors OVH, effectivement, leader français de l'hébergement, donc c'est certainement pour ça que certains d'entre vous le connaissent. Il y a un petit nouveau sur le marché qui s'appelle O2Switch maintenant, qui s'est vraiment fait une bonne place et que moi je recommande parce que vraiment leur service client est topissime, leur formule est très simple, on va aller voir ça dans une petite seconde. Vous avez également Yonos qui a un excellent service client également, qui a une très bonne offre de lancement, on va pas se mentir, à 1 € par mois pendant 1 an. Donc la deuxième année c'est un peu
plus cher que O2Switch, mais la première année c'est 1 euro par mois. Donc c'est vrai que quand on lance son business, que les budgets sont un petit peu serrés, c'est une belle offre de lancement et je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui les choisissent aussi pour ça. Et vous avez les deux autres, Infomaniac et Planet Hoster. Alors eux, ils sont un poil plus chers, surtout Infomaniac, mais c'est un service de qualité un petit peu au-dessus. Chez Infomaniac, on va être aussi sur de l'hébergement vert. On va avoir des licences sur certains thèmes payants et assez chers qui vont vous être offerts. Donc c'est un peu plus cher, mais au final, on en a aussi pour son argent. Donc ça dépend, voilà, ça dépend de vos besoins. Je vais juste mettre en garde un tout petit peu sur OVH, qui reste évidemment un super hébergeur, une super solution, mais je ne le recommande pas pour les personnes qui démarrent, vraiment pour qui c'est le tout premier site web de leur vie, parce que l'interface n'est pas la plus simple et le service client n'est pas non plus vraiment disponible pour les débutants. Donc si vous débutez et que vous créez vraiment votre tout premier site web, je ne vous recommande pas d'aller chez OVH. Encore une fois, c'est pas dramatique si vous y êtes, hein, c'est juste que vous allez prendre un peu plus de temps pour faire des choses qui sont vraiment très très simples à faire chez Yonos et chez O2Switch. Je finis avec O2Switch. Pareil, si vous démarrez O2Switch a un avantage absolument considérable, c'est qu'ils ont une seule offre. Donc je vais me permettre de quitter mon PowerPoint très rapidement pour aller voir ça avec vous. Une de vraiment des forces chez O2Switch, c'est qu'ils ont une offre unique. Et je sais que quand on se lance, notamment chez Yonos, il y a plusieurs formules d'hébergement, il y a plusieurs places disponibles, plusieurs voilà, il y a plein de choses. Et quand on démarre, bah, ça peut faire un peu peur. L'avantage vraiment d'O2Switch, vous pouvez pas vous tromper, ils ont une offre unique et dans cette offre unique, il y a absolument tout ce dont vous avez besoin. Il y a même beaucoup plus que ce dont vous avez besoin pour créer votre site. Donc si vous avez un peu peur, si vous n'êtes pas sûr, foncez chez O2Switch, le service client est au top et cette offre unique, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Hop. Eh bien, une fois qu'on a vu ça, donc on l'a vu dans mes premières slides, hein, les deux premières étapes c'était donc nom de domaine et hébergement. Donc j'espère que là je vous ai prouvé que c'est assez faisable finalement, que c'est pas si compliqué que ça, qu'on n'a pas besoin vraiment de comprendre ce qu'est un serveur, voilà, on a besoin de savoir de quoi on a besoin, mais vous n'avez pas besoin d'être des véritables ingénieurs informatiques pour pouvoir acquérir tout ça. Donc étapes 1 et 2 sont cochées, donc j'espère que pour certains d'entre vous ça vous a permis de démystifier tout ça. L'étape numéro 2, du coup, ce qu'on avait dit, c'était de se choisir un CMS, choisir une solution, no code ou code, hein. En tout cas se choisir une solution qui va nous permettre de venir éditer, créer, modifier et gérer notre site web. Petite définition du CMS, donc pourquoi on appelle ça CMS? En fait c'est un acronyme du mot anglais Content Management System, en français système de gestion de contenu. En fait, c'est une catégorie de logiciels qui vont vous permettre de concevoir, gérer, mettre à jour des sites web ou des applications mobiles de manière dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça permet d'avoir une interface sur laquelle vous allez pouvoir littéralement gérer du contenu. Donc, créer du contenu, mettre à jour du contenu, supprimer du contenu, changer du contenu. Et toute cette interface va vous permettre de le faire sans une ligne de code. Les CMS se sont développés aujourd'hui depuis plus d'une vingtaine d'années et c'est grâce à ces solutions-là qu'on a aujourd'hui des indépendants, des entrepreneurs qui peuvent réellement créer leur propre site web assez simplement. Alors je dis assez simplement parce que je suis bien placée pour le savoir, ça nécessite quand même un apprentissage, il y a quand même une courbe d'apprentissage sur ces logiciels, bien évidemment, mais on est sur une courbe d'apprentissage bien plus rapide et bien plus efficace qu'on ne l'avait quand il fallait apprendre à coder à 100% pour pouvoir mettre en ligne un site internet. Donc aujourd'hui, les CMS sont nos meilleurs amis, c'est vraiment eux qui vont vous permettre de créer votre site web plutôt facilement. Coup d'œil rapide sur les CMS. Donc les trois plus connus et les trois plus anciens sont WordPress, Joomla et Drupal. Ça c'est vraiment les trois premiers sur le marché des CMS. WordPress, alors on aura l'occasion d'en parler, WordPress a pris le pas sur ses deux camarades Joomla et Drupal de par la facilité de son interface et son ergonomie. Donc aujourd'hui Joomla et Drupal sont très peu utilisés par les indépendants, par des personnes qui créent leur premier site web. C'est plutôt utilisé par des grosses boîtes parce que quand même leur prise en main reste plutôt compliquée.
Et ensuite, eh bien, depuis une petite dizaine d'années, une petite quinzaine d'années, on va avoir des petits nouveaux qui sont arrivés sur le marché et qui commencent à se faire une place. Alors, parmi les deux plus connus, certainement que vous devez connaître, vous avez Wix et Shopify, et PrestaShop aussi, la version française. Donc ça, c'est vraiment les trois plus connus de ces petits nouveaux. Chacun ont des avantages et des désavantages, donc à vous de faire le bilan. Et dans les encore plus nouveaux, on va avoir Strikingly et Webflow. On regarde très très rapidement avantages, désavantages de certains, mais pas très longtemps puisque, comme vous le savez, on va s'intéresser quand même beaucoup à WordPress, mais si jamais, ça vous permettra quand même d'avoir une bonne vision d'ensemble et de pouvoir faire un choix. Donc, comme j'ai dit, Joomla, Drupal, aujourd'hui l'interface est quand même un petit peu compliquée. Je ne vous recommande pas ces deux CMS là si là vous avez besoin de créer votre premier site web et que vous démarrez dans la création de site web. On va ensuite avoir Strikingly et Wix qui sont à mon sens les plus faciles de prise en main. On est vraiment sur les deux CMS les plus faciles, un constructeur de page assez simple. Mais c'est des CMS qui peuvent être limités ensuite en termes de fonctionnalité. Donc pensez bien, avant de vous lancer sur ce genre de CMS là, à faire un vrai cahier des charges de votre projet, de quoi vous avez besoin en termes de fonctionnalités techniques, et de vérifier au niveau des extensions, au niveau des possibilités de ces CMS si c'est possible. On a ensuite PrestaShop, Shopify. Alors avec cela, on ne peut faire que du e-commerce. Donc déjà, si vous ne faites pas de e-commerce, on peut les enlever de la liste à points. Ils sont spécialisés dans le e-commerce. PrestaShop est aussi un CMS libre et open source. Donc ça peut être une très bonne option si vous avez besoin de créer un e-commerce. Shopify, spécialisé sur le e-commerce, donc ergonomie des sites, plutôt sympa. Évidemment, on va avoir un site avec une bonne UX, un bon chemin client assez rapidement. Les points négatifs de Shopify, on va avoir la tarification qui est vraiment plus élevée que tous ses copains à côté, et on va avoir la flexibilité du design. Pour le coup, les constructeurs de pages chez Shopify sont un peu moins développés que ce que vous allez pouvoir avoir sur Wix par exemple ou sur WordPress. Ce qui me permet de terminer sur WordPress. Alors, on va en parler évidemment. Un des gros avantages de WordPress, c'est qu'il est gratuit, 100% gratuit, donc ça c'est quand même non négligeable. En termes de fonctionnalité sur WordPress, on va être quasi sur de l'illimité grâce aux milliers d'extensions qui existent pour ce CMS, donc vraiment des extensions qui vont vous permettre d'ajouter une petite pop-up jusqu'à créer un système de e-learning comme a pu le faire Chanel qui présentait son activité tout à l'heure, et tout ça quasi gratuitement. Donc ça c'est vraiment une des forces de WordPress, c'est la gratuité couplée à la pluralité. Vous l'avez compris, moi je suis spécialisée sur WordPress, donc on va continuer ce webinaire, on va changer d'échelle, on va venir travailler dans WordPress. Mais ça ne veut pas dire que les autres choix sont de mauvais choix. Hein. Vraiment, tout dépend de votre budget, du temps que vous avez, des compétences que vous avez et de ce que vous avez besoin de faire sur votre site internet. En tout cas, gardez en tête que pour le coup, quel que soit le cahier des charges, il se peut que WordPress y réponde. Parce que c'est aujourd'hui franchement la solution qui a le plus de facilité et de possibilités. Alors, du coup, rentrons dans le détail. Donc, qu'est-ce que WordPress? WordPress, c'est un CMS professionnel, gratuit, open source. Donc ça, c'est vraiment les trois choses très importantes de WordPress. Bon à savoir, WordPress aujourd'hui, c'est 60% des sites faits avec CMS, donc parmi toutes les personnes qui ont choisi de faire un site en no-code, 60% ont choisi WordPress, donc ils sont vraiment complètement hégémoniques sur le marché. Et ils représentent aussi plus de 40% de tous les sites web dans le monde, donc comprenant avec CMS et sans CMS, donc ceux qui ont été codés quoi. Donc en fait WordPress propulse aujourd'hui plus de 40% des sites dans le monde. Je le dis parce que c'est assez rassurant. Moi d'expérience personnelle, il y a 7 ans je crois, quand j'ai créé mon premier site web, j'avais besoin de faire une boutique en ligne, tout le monde me conseillait WordPress, et en fait moi je me disais mais attends, mais WordPress non, enfin moi j'ai besoin de faire une boutique en ligne, c'est hyper compliqué, WordPress pourra jamais le faire. Si, WordPress c'est 40% des sites dans le monde, et ça pourrait quasi en être 100% en fait. Il en a la capacité. Donc vraiment, gardons en tête WordPress très puissant et WordPress très présent. Et enfin, alors je l'ai mis en première slide, mais je le remets, WordPress est 100% gratuit. Je le remets et je le redis parce que je trouve que c'est une opportunité vraiment exceptionnelle
exceptionnel. On est sur un logiciel professionnel, vraiment au niveau de la suite Adobe, hein. On est au niveau de Photoshop, on est même au-dessus de Photoshop, hein, en termes de personnalisation, en termes d'évolution de l'outil. On est vraiment sur un outil professionnel, d'ailleurs utilisé par quasi 100% des agences, quoi. On est sur un outil archi professionnel et il est gratuit. Il est 100% gratuit, donc ça je trouve ça incroyable. Je sais même à peine comment c'est possible d'ailleurs, pour être honnête avec vous. Mais voilà, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable, moi je trouve, et c'est important de le savoir, et j'y en viens tout de suite à ma slide d'à côté. WordPress est 100% gratuit, et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de se dire, mais alors pas du tout. Moi j'ai créé un compte sur WordPress, j'ai voulu mettre mon nom de domaine, et ils m'ont demandé 5 € par mois, donc oui c'est gratuit, mais c'est pas gratuit à vie. Alors, non, ça c'est vraiment la difficulté de WordPress. Je pense que si on faisait un sondage dans le monde et qu'on demandait où est-ce que les gens se sont plantés au moment de WordPress, je pense que c'est à ce moment-là. Donc voyons-le ensemble une bonne fois pour toutes. En fait, parce que sinon ce serait trop simple, il existe 2 WordPress qui sont propulsés par la même boîte. Hein. Ça c'est les mêmes gens derrière, mais ils ont 2 produits en fait. Ils ont 2 produits. Ils ont le produit WordPress.com et ils ont le produit WordPress.org. Et en fait là, si à la fin de ce webinaire, si on s'arrêtait là, enfin avant cette slide, si on s'arrêtait avant de cette slide, vous sortez du webinaire et vous tapez, ok, je fais mon site sur WordPress, vous tapez WordPress dans Google, en fait vous allez tomber sur la version de gauche, vous allez tomber sur WordPress.com. Et en fait, WordPress.com n'est pas du tout le logiciel libre, open source et 100% gratuit dont je vous parle et dont tout le monde en fait, hein, tous les organismes de formation, toutes les vidéos que vous allez trouver sur internet parlent. En fait, nous, on parle tous de WordPress.org. En fait, WordPress.com, très simplement, voyez-le comme un concurrent à Wix. Il a exactement le même business model, quasi les mêmes tarifications et quasi les mêmes limitations en termes de personnalisation. On est vraiment, en fait, c'est le concurrent à Wix. En fait, c'est WordPress qui s'est dit, bah, on va créer un logiciel d'édition de site web un peu plus en ligne avec le même business model. C'est vraiment le concurrent à Wix. Ça n'a rien à voir avec le logiciel. Donc effectivement, chez WordPress.com, vous allez devoir payer pour rajouter des fonctionnalités. Vous devez payer ne serait-ce que pour lier votre site à un nom de domaine, indépendamment de la location du nom de domaine. En fait, vous devez changer de plan. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec le WordPress dont je vous parle. L'autre WordPress, celui qui est utilisé par la grande majorité, la majorité des professionnels, en fait, c'est WordPress.org. Alors, qu'est-ce que c'est WordPress.org? En fait, tout simplement, si là, vous vous rendez maintenant là sur WordPress.org, peut-être que Victor, tu peux mettre le lien dans le chat, sur WordPress.org, en fait, vous allez pouvoir télécharger le logiciel de WordPress. En fait, c'est un peu comme si on pouvait aller sur Adobe et télécharger Photoshop en libre, open source, comme ça. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, WordPress.org, si vous vous rendez sur le site, vous allez pouvoir littéralement télécharger le logiciel. Et une fois que c'est fait, eh bien, comme je l'ai dit au tout début, il va vous falloir un espace pour pouvoir commencer à utiliser ce logiciel. Donc, cet espace, et on va en parler dans les slides suivantes, il vous faut donc soit prendre un nom de domaine et un hébergement, ça c'est ce qu'on a vu, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi commencer à travailler en local. Donc nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'évidemment, je ne peux pas racheter un nom de domaine et un hébergement à chaque fois que je fais un webinaire. Donc, on va apprendre ensemble à travailler en local. Et en fait, l'avantage de ce combo WordPress.org plus local, en fait, ça vous permet de créer votre site web entièrement gratuitement sans avoir déboursé 1 € dans un premier temps. Après, évidemment, quand votre site, il va falloir le mettre en ligne, à un moment, il va falloir acheter une formule hébergement de nom de domaine. Mais là, si vous voulez vous lancer dans la création du site, vous n'êtes pas sûr d'y arriver, vous n'êtes pas sûr de le faire vous-même, vous n'avez pas tout de suite envie d'engager des fonds, eh bien, vous pouvez tout à fait commencer dès aujourd'hui sur votre ordinateur en 3 clics, et on va voir ça ensemble, à travailler votre site sur WordPress, enfin avec le logiciel WordPress et en local sur votre ordinateur. Et du coup, trêve de suspense, du coup, on va regarder ensemble, eh bien, justement, comment est-ce qu'on peut installer WordPress. Je sais que c'est quelque chose qui fait un peu bizarre quand je le dis. Je m'en rends compte, moi, avec nos apprenants chez Webmania, parce qu'on n'a pas l'habitude d'installer. Aujourd'hui, on est habitué à se rendre sur le site, à se créer un compte et à commencer à travailler. Hein. C'est vraiment ce qui se fait dans 99% des cas. Donc, on n'est pas habitué à devoir installer aujourd'hui un logiciel qu'on va en plus utiliser en ligne pour commencer à travailler. Donc, on va regarder ça ensemble.
Je vous propose qu'on regarde d'abord une partie un petit peu théorique, donc qu'est-ce qu'installer WordPress et où est-ce que ça se fait. Et ensuite, on va passer à la pratique, donc je quitte mon PowerPoint, on commence à installer WordPress en local. Et pour ceux qui n'ont pas encore débuté la création de leur site web, eh bien, je vous invite vraiment à la fin de ce webinaire à télécharger le logiciel que je vais vous montrer qui est gratuit pour installer en local et à vous installer un petit WordPress en local comme ça, ne serait-ce que pour vous prouver que vous pouvez le faire et que finalement c'est pas si sorcier que ça. Alors, comment est-ce qu'on installe WordPress? Théoriquement, il y a 3 méthodes pour installer WordPress. La première méthode, et moi c'est celle que je vous recommande évidemment si vous avez déjà acheté votre nom de domaine et votre hébergement, c'est de venir installer WordPress en fait directement via l'hébergeur. Aujourd'hui, et c'est assez récent, hein, ça a une petite dizaine d'années, aujourd'hui les hébergeurs proposent ce qu'on appelle l'installation en un clic. Et comme son nom l'indique, c'est assez simple, on va vraiment se laisser guider par l'interface de l'hébergeur pour venir installer WordPress. C'est pour ça que je vous disais au tout début du webinaire, si vous êtes débutant aujourd'hui sur WordPress et que vous créez votre premier site web, je vous conseille de choisir votre hébergeur de par la facilité d'utilisation de son interface. Bon, après si vous voulez proposer de la presta, il va falloir se frotter un jour à OVH par exemple, mais si là vous venez juste pour créer votre propre site web à vous, facilitez-vous la vie et choisissez des hébergeurs avec une interface vraiment simple. Et parmi ceux que je vous propose, vraiment les 2 interfaces les plus simples, on va avoir Yonos, O2Switch, Infomaniac est assez simple aussi. Donc vous avez vraiment ces 3-là avec une interface super simple. Vous pouvez pas le louper. Franchement, vous pouvez pas vous louper et si jamais vous vous loupez, en fait vous faites retour et tout simplement ça va annuler l'installation et vous reviendrez à ce qu'il y avait avant. La deuxième option, qui était l'option qui était la plus recommandée avant que les... J'ai entendu un bruit. Tout le monde est encore... Je suis encore là. Je suis encore avec vous. Ça va couper dans 10 minutes, je pense. Oui, effectivement, je viens de recevoir un message de Google qui me dit que l'école va se terminer dans 2 minutes. Ah, zut. C'est un problème. Comment ça se fait? Oui, c'est possible parce que vous avez activé une heure peut-être où il y a plus de membres que d'habitude apparemment. Ah, zut. Pourquoi il me dit de passer premium? Ah, vous n'avez pas un compte... Vous n'avez pas de Google Premium? Non. Ah bah c'est pour ça. Ah non. Zut. Bah écoutez, ce que tu peux faire, c'est recréer recréer un lien et puis mets-le dans le chat. Et je le mets dans le chat. Ok. Oui, voilà, comme ça. Merci Léopoldine. Oui, oui. Ça marche. Eh bah écoute, en attendant que tu crées le lien, je finis sur mes méthodes. Et puis dès que c'est fait, je bascule avec vous. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que personne n'est perdu? Tout est bon de mon côté. Super. Ok. Alors, du coup, je continue sur mes méthodes. Donc, comme je vous disais, via l'hébergeur, des installations en one click, vraiment simple. Franchement, si vous choisissez un hébergeur avec une bonne interface, vous ne pouvez pas vous louper. Oui, donc j'étais sur mes serveurs. Donc avant l'installation en one click, la seule option était d'installer tous les fichiers via le serveur. Alors, c'est aussi pour cette raison qu'il y a quelques années, vraiment, ne serait-ce qu'installer WordPress, c'était un vrai frein. Et je vous parle d'expérience, hein, moi vraiment, il y a 6-7 ans, le one click, ça n'existait pas trop, tous les hébergeurs ne le proposaient pas, et vraiment, installer WordPress via un serveur, mais ça me faisait super peur. Donc déjà, numéro 1, franchement aujourd'hui, c'est absolument plus obligatoire. Numéro 2, si jamais vous avez envie de le faire, c'est vraiment pas si compliqué que ça. En fait, on va venir télécharger le logiciel WordPress comme je vous l'ai montré, hein, enfin comme on l'a vu sur le site de WordPress, et on va venir dézipper le fichier et on va venir ajouter les fichiers. Alors, je simplifie un peu parce qu'évidemment, c'est pas si simple que ça, le serveur a une structure un petit peu différente, mais on n'est quand même pas loin de ça. Donc, gardez en tête que c'est pas inatteignable et avec un bon tuto, une bonne formation, c'est tout à fait faisable. Et enfin, et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant, ça va être de venir installer WordPress en local. Donc, pour installer WordPress en local, on va le faire ensemble. Il va falloir donc télécharger un logiciel. Donc moi, je vais vous en montrer un qui est gratuit, simple d'utilisation, vraiment trop top. Et après, en fait, de la même façon que l'hébergeur, il propose une installation en one click sur votre ordinateur. Donc, vous allez voir qu'en fait, l'interface est quasi la même. Donc, très très simple. Donc, on va voir ça ensemble. Ça va vous permettre à vous d'apprendre à installer en local, mais ça va aussi vous permettre
d'apprendre à l'installer en one click avec l'hébergeur parce qu'en fait vous allez voir que l'interface est quasi la même. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu dans le concret et qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir installer WordPress en local. Donc, je le répète, local, c'est vraiment sur notre ordinateur. La bonne nouvelle, et on va le voir ensemble, c'est qu'on va créer sur notre ordinateur, donc pas besoin d'un hébergement, mais on a quand même la possibilité de créer ce qu'on appelle un live link qui permet en fait de faire une espèce de capture de ce qu'il y a sur notre ordinateur. En tout cas, ce qui vous permet de partager quand même le site. Alors, évidemment, c'est pas comme s'il était en ligne, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous pouvez quand même le partager. Donc, c'est une très bonne chose si vous faites de la prestation, parce que comme ça, voilà, vous travaillez de votre côté, et puis tant que vous n'êtes pas payé, par exemple, vous mettez pas le site en ligne, mais vous pouvez quand même montrer les avancées à votre client. Et si vous travaillez pour votre propre entreprise, et aussi c'est une bonne chose, comme je le disais au début, voilà, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire vous-même, au moins comme ça, vous dépensez pas d'argent. Et puis ça peut être une bonne chose aussi pour ceux qui hésitent encore sur le nom de domaine, voilà, on n'est pas sûr. Bon on se freine pas pour ça et on commence à bosser en local. Donc la première étape pour travailler en local, c'est de se rendre sur localwp.com et de télécharger ce logiciel. Tout simplement. C'est un logiciel qui se télécharge très rapidement, il est assez léger et surtout il est gratuit. Donc évidemment moi je vais pas pouvoir le faire parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur, mais voilà, donc vous cliquez ici sur Download et vous allez pouvoir donc télécharger puis installer le logiciel LocalWP sur votre ordinateur. Pif. Une fois qu'il est installé, en fait vous arrivez ici. Donc moi j'en ai déjà quelques-uns bien sûr, mais vous allez arriver, il n'y aura aucun site à ce moment-là. Et donc ici en fait on est dans l'interface de local et vraiment comme je vous le disais, la bonne nouvelle c'est que c'est une interface qui ressemble énormément à ce que vous allez pouvoir retrouver chez un hébergeur comme Yonos ou Infomaniac par exemple. Donc vraiment vous ne serez pas perdu, on sera sur ce niveau de simplicité. Alors comment est-ce qu'on installe et comment est-ce qu'on crée un site en local depuis ce logiciel? En fait vous allez voir c'est plutôt simple. On va venir cliquer sur le plus ici, Add Local Site. On va nommer notre site tout simplement. Alors le nom n'a pas un intérêt incroyable puisque de toute façon on est en local, mais dans l'idée. Donc moi je pourrais l'appeler Webinar Conquérante par exemple. On fait continuer. Là, vous avez le choix entre garder l'environnement par défaut ou partir en environnement customisé. L'environnement, ça va être le serveur, la version de PHP de WordPress. Donc clairement, si vous êtes en train de démarrer et que c'est la première fois que vous le faites de votre vie, gardez les réglages par défaut que vous propose Local, qui sont vraiment de toute façon de très bons réglages qui répondent parfaitement à ce dont vous avez besoin. On clique sur continuer. Là, on va pouvoir tout simplement choisir notre identifiant, notre password et l'email lié à ce site web. Donc ça, pour le coup, vous aurez exactement la même interface chez l'hébergeur. Donc par exemple, hop. Alors évidemment, on ne met pas des choses aussi simples que ce que moi je mets actuellement. En local à la limite si on veut parce que de toute façon c'est en local, mais évidemment que si vous l'installez depuis un hébergeur, il va falloir quand même travailler un mot de passe un peu plus compliqué que ça puisque la sécurité des sites WordPress, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est un vrai sujet. En tout cas si vous travaillez sur local, n'oubliez pas de changer le mail ici parce que par défaut ils mettent un mail qui n'existe pas, donc par exemple si vous avez oublié le mot de passe, vous ne recevrez pas le lien. Donc pensez à bien changer le mail ici. Pif, et on clique tout simplement sur Add Site. Et en fait, là, il est en train de créer l'environnement local, et sur cet environnement local, il est en train d'installer WordPress. Alors, il vous demande le mot de passe de l'ordinateur, parce qu'il est en train de créer, en fait, des fichiers sur l'ordinateur. Hop, pif. Et voilà, donc vous voyez, il a installé WordPress, Adding WordPress. J'espère que certains d'entre vous sont en train de se dire, ah, c'est tout ? Ok, ok, effectivement, je pouvais le faire moi-même. Et comme je l'ai dit, vraiment la bonne nouvelle, c'est que c'est tout aussi simple depuis un hébergeur un peu moderne. C'est vraiment quasi la même interface, quasi les mêmes étapes. Et donc là, voilà, mon site web local Webinar Conquérante est installé. Et en fait, si je veux commencer à travailler dessus, tout simplement, je vais venir cliquer ici sur Admin. Hop, et me voilà sur la page de connexion de WordPress. Hop.
Eh bien, je vous propose, avant qu'on rentre dans le dur et dans le concret, qu'on vienne vraiment commencer à travailler sur ce site web, juste qu'on fasse un tout petit point ensemble sur les indispensables, les choses dont vous allez avoir besoin, comme tout à l'heure. Là, en fait, on vient de finir nos 4 étapes que j'avais dit au tout début, donc l'hébergement, le nom de domaine, le CMS, pardon. Et on avait la 4e étape optionnelle qui était le thème. Et en fait, ça va faire partie de nos nouveaux indispensables maintenant. Donc là, vraiment, on a rempli notre premier objectif. On a mis en ligne notre site web. Alors, soit en ligne grâce à un hébergeur, soit en ligne en local. Mais en tout cas, voilà, on a pu créer notre site web et WordPress est installé. Encore une fois, j'espère que certains d'entre vous sont en train de se dire, c'est vraiment pas si sorcier que ça. Là, on l'a fait en quelques minutes. Vous êtes vraiment capable de le faire et j'espère vraiment qu'il y en a certains d'entre vous qui, à la sortie, vont se lancer. Les indispensables, une fois qu'on a installé WordPress et qu'on va commencer à travailler dessus, c'est ces 2 choses-là. Le 3e est optionnel. Le premier, c'est un thème WordPress. Vous êtes obligé d'avoir un thème sur WordPress pour qu'il tourne. Le thème, c'est le moteur du site. WordPress sans thème ne fonctionne pas. D'ailleurs, en fait, par défaut, il y en a un qui est ajouté, qui s'appelle 2022. L'année dernière, il s'appelait 2021. C'est le thème de base de WordPress. Il est installé par défaut. On va aller voir ça tout de suite. C'est obligatoire. En fait, c'est vraiment le moteur de votre site. Vous pouvez un petit peu le voir comme iOS sur un iPhone, c'est lui qui va dire la façon dont le site va tourner, la façon dont le site peut être modifié. À ne pas confondre avec template. Pareil, chez WebMyDev, beaucoup d'apprenants, quand ils arrivent, ils confondent thème et template. C'est vraiment une différence très importante. Le thème, c'est comment est-ce que votre site va être modifiable. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut cliquer sur un bouton rouge en bas à gauche? Ou est-ce qu'il faut cliquer sur une croix verte en haut à droite? C'est vraiment ça que va vous apporter le thème. Alors que le template, lui, il va vous apporter un look général. Donc par exemple, on va pouvoir acheter un template sur le secteur de, je sais pas, des fleuristes, et ça va arriver avec un look général, des photos, peut-être des boutons un petit peu dans les couleurs autour des fleurs. Donc ça arrive avec un look. Mais ça n'arrive pas du tout avec une fonctionnalité. Pourquoi on fait l'amalgame? En fait, souvent, les thèmes viennent avec un template, c'est pour ça. Et la plupart du temps, on va choisir le thème pour son template parce que c'est ça qu'ils mettent en avant. Évidemment qu'ils vont rarement vous mettre en avant et la façon de modifier les boutons, c'est comme ça. Non, ils mettent en avant le template. Donc c'est pour ça qu'on fait l'amalgame. Mais quand on fait son choix de thème, en fait, il faut vraiment se concentrer et donc aller fouiller un peu plus, évidemment, dans voilà les caractéristiques du thème. On va aller fouiller sur comment est-ce qu'il se modifie ce thème. Est-ce qu'il va être simple de prise en main? Moi, je vous propose 3 thèmes qui sont, selon moi, vraiment les plus simples de prise en main quand on démarre. Vous avez Divi. Donc Divi, nous, c'est notre chouchou chez WebMyDev. On est vraiment spécialisé sur ce thème-là, mais il a un coût. Donc c'est pour ça que voilà, je le recommande, mais je sais que tout le monde n'a pas envie de mettre ce prix-là quand il démarre. Donc Divi, et vous avez 2 très bons thèmes également. Vous avez OceanWP et Unfold. Donc ça, c'est vraiment 3 thèmes très connus, vraiment leaders du marché. Et ensuite, et alors ça c'est un peu moins connu, pour pouvoir modifier votre site sur WordPress, surtout si vous n'avez aucune base en codage, il va vous falloir vous munir d'un constructeur de page. Un constructeur de page, alors si je disais que le thème ça expliquait un petit peu la façon dont le site va être modifiable, le constructeur de page c'est la façon dont les pages vont pouvoir être éditables. Donc par exemple, si je prends l'exemple des 3 plus gros constructeurs connus aujourd'hui sur WordPress, on a Divi, Elementor, Gutenberg. C'est vraiment les 3 plus connus aujourd'hui. Eh bien, ces 3-là vont avoir une prise en main différente. Chez Elementor, on est sur du drag and drop. Chez Divi, on va appuyer sur un plus pour pouvoir ajouter des éléments. Donc, c'est vraiment la façon dont on va pouvoir éditer notre page qui va changer. Et à partir de là, eh bien, les goûts et les couleurs, il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise sur un constructeur par rapport à un autre, et on va avoir la tarification. Donc, on regarde rapidement la tarification de ces 3 constructeurs-là. Gutenberg est gratuit. Gutenberg est 100% gratuit, c'est natif à WordPress. Donc Gutenberg, 100% gratuit. Si on continue dans notre lancée de local gratuit, WordPress gratuit et on part sur un constructeur gratuit, voilà, Gutenberg, et on peut vraiment là venir créer notre site 100% pour 0 € pour le moment. Ensuite, on va avoir Divi Elementor. Elementor, grosse force, ils vont avoir une version gratuite également. Alors, qui est un petit peu limitée, en fait, on va avoir moins de modules. On va avoir, je crois qu'il y en a 6, donc les bases, texte, image, bouton. On va pas avoir tous les autres modules. Mais en toute honnêteté, je pense qu'on peut sortir un site avec uniquement la version gratuite. Alors, il n'aura pas toutes les fioritures de design qu'on peut imaginer, mais on peut vraiment en sortir un.
Et enfin, Divi. Donc Divi, lui, n'a pas de version gratuite, mais par contre, à terme, est moins cher qu'Elementor si on part sur Elementor en payant. Donc honnêtement, par contre, la plupart des gens qui bossent avec Elementor vont passer en payant parce que c'est trop frustrant, on a envie de mettre des modules, on les a pas. Donc voilà, même si Elementor est une bonne chose parce qu'on peut commencer en gratuit, je vous cache pas qu'à un moment ou un autre, on passe en payant. Donc en plan payant, pour le coup, Divi est moins cher, mais ils n'ont pas la version gratuite. Et ensuite, en termes de prise en main, alors là, ça dépend vraiment des gens, entre Divi et Elementor. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Divi et Gutenberg, et je vous laisserai découvrir Elementor si ces deux-là ne vous ont pas convaincu. Eh bien, je vous propose qu'on se lance sur WordPress. Dans le temps qui nous reste, je vous propose qu'on regarde rapidement ensemble l'interface de WordPress, où est-ce qu'on va pouvoir installer un thème, alors j'ai mis Divi ou un autre, mais en tout cas où est-ce que ça se passe, et qu'on regarde rapidement les deux constructeurs que sont donc Divi et Gutenberg. Alors, numéro 1, l'interface de WordPress. Donc d'abord, je vais me connecter. Hop. Pif. Ok, alors, me voilà dans l'interface de WordPress et je sais très bien que beaucoup arrivent ici et abandonnent parce que ça fait un peu peur. C'est vrai que c'est pas l'interface la plus UX friendly de tous les CMS, mais en fait la bonne nouvelle c'est que parmi toutes ces choses-là, en fait on va utiliser très peu, en tout cas au quotidien. Les réglages de base de WordPress ont été assez bien faits, ce qui fait que nous, en fait, les 3/4 du temps, on va rester un peu toujours dans les mêmes onglets. Donc, si on regarde très rapidement, alors là, du coup, par défaut, il me l'a mis en anglais. Alors, si vous voulez, je peux peut-être le passer en français, ce sera plus simple. Oula, il n'est pas ravi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur l'autre que je vous avais préparé en amont, comme ça, hop, ce sera en français. Pouf, voilà. Donc, interface de WordPress avec un thème installé et surtout en français. Alors, du coup, les petits onglets ici, je vous propose qu'on fasse un rapide tour parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais en gros, comme je vous le disais, en fait, tous ces onglets-là, vous n'allez pas y passer beaucoup de temps. Vraiment, les réglages de base de WordPress sont très bien faits. Donc vous, en fait, ce qui va vous intéresser, eh bien, c'est les pages ici qui va vous permettre de créer et de gérer toutes vos pages. De la même façon, ici, vous avez vos articles de blog. Vous allez pouvoir créer et gérer vos articles de blog. Ici, c'est la médiathèque. Donc, vous pouvez rajouter vos photos à cet endroit-là. Bien qu'on va le voir ensemble, la plupart des constructeurs, en fait, vous pouvez rajouter les photos au fur et à mesure et puis elles se mettent ici. Donc, pareil, moi, c'est un endroit, par exemple, où je travaille très peu. Commentaires, si vous avez un blog, c'est ici que vous allez pouvoir gérer les commentaires de votre blog. Projet, alors ça, projet, pareil, c'est très spécifique. Ça fonctionne exactement comme article. D'ailleurs, vous remarquez, ils ont exactement le même petit logo ici. Ça fonctionne exactement comme article, mais c'est pour des projets. Voilà, typiquement. Donc, je donne un exemple qui est assez parlant. Ça va être pour les photographes, par exemple. Donc, le photographe, il a son blog, donc il va l'alimenter avec ses articles ici. Mais il a des projets, par exemple, mariage 2021, printemps 2022. Et bien, il va pouvoir créer ses projets ici, les ranger, les catégoriser et ensuite les faire afficher. Donc c'est à ça que sert projet. Ensuite, on a le petit onglet apparence ici. Alors l'onglet apparence, on va y passer pas mal de temps au début du site. Vous le voyez, c'est ici qu'on va pouvoir installer le thème. C'est ici qu'on va pouvoir faire les premières personnalisations générales de notre site. La police, le menu, les couleurs générales. Là, c'est vraiment là qu'on gère le général. Donc ces deux endroits-là, effectivement, on y passe pas mal de temps au début de la création du site. Ensuite ici on va avoir les extensions, donc extensions ou plugins, c'est ces petits programmes qui sont la plupart du temps gratuits qu'on va pouvoir rajouter à notre site WordPress pour pouvoir rajouter une fonctionnalité. Donc assez simple, pareil ici on peut ajouter, installer, gérer nos extensions. Ici on va pouvoir gérer les comptes, donc compte administrateur, donc pareil ça on n'y passe pas énormément de temps une fois qu'on a créé nos différents comptes. Outils et réglages, pareil, ça on y passe très peu de temps. Réglages, on va pouvoir venir travailler un tout petit peu au début dans général, écriture et lecture. Pareil pour les premiers réglages de notre site, la langue, définir la page d'accueil, définir la page blog. Mais vous voyez, on est vraiment dans des choses de structure. On commence par là et puis après, on n'y va plus trop.
Et enfin, et ça c'est ce que je vous disais, vraiment le thème va venir apporter la façon dont le site va être modifié, eh bien à tel point que par exemple Divi se rajoute un propre onglet dans le dashboard de WordPress. Et donc par exemple là si on travaille sur Divi, eh bien pareil, on va passer un petit peu de temps sur les options du thème. Et donc là, chaque thème a ses propres options et chaque thème laisse faire des choses différentes. Et donc notamment ici chez Divi, on va pouvoir commencer à rajouter son logo, définir également des couleurs par défaut et commencer ensuite à travailler. Ce que je vous propose, c'est qu'on crée ensemble rapidement une page, enfin très rapidement parce que je vois que le temps file, une page avec Divi, et si on a le temps un tout petit peu avec Gutenberg. Moi mon objectif c'est juste de vous montrer ces deux constructeurs, que ça puisse vous débloquer et que vous puissiez commencer à travailler dessus. Donc sans surprise, Divi est beaucoup plus simple de prise en main et permet de faire des choses beaucoup plus jolies que Gutenberg, mais il est payant. Gutenberg, on va le voir, interface un peu plus compliquée, on va faire des choses un peu moins fluides, mais 100% gratuit, vraiment complètement possible de créer aujourd'hui un site de A à Z avec Gutenberg. Donc on y va, donc je vais me rendre dans page, ajouter, tout simplement. Et donc là je suis dans l'interface de WordPress pour créer ma première page. Donc je vais l'appeler par exemple accueil Divi. Et à partir de là, vous le voyez, donc moi j'ai le thème Divi qui est installé, donc j'ai deux options. Je peux utiliser le Divi Builder, donc le fameux constructeur de Divi, ou la mise en forme par défaut. La mise en forme par défaut, c'est Gutenberg. Je sais, ils auraient pu mettre utiliser Gutenberg, mais ils ont mis utiliser la mise en forme par défaut. Mais une fois qu'on le sait, c'est bon. Donc moi, dans un premier temps, je vous propose d'utiliser Divi, comme ça on regarde ensemble. Donc je clique ici, hop. Il est en train de me charger la page et à partir de là, il va me proposer deux choses, soit de venir travailler donc de zéro. Donc ça c'est une des grosses forces de Divi. On peut venir travailler vraiment ce qu'on appelle from scratch d'une page blanche et créer toute la structure entièrement, ou on peut venir choisir parmi un template. Moi, je recommande, quand on commence son premier site, à venir travailler les templates de Divi. Il y en a plus de 2000, donc vous avez vraiment le choix. Il y a quasi un template par corps de métier. Donc vraiment, c'est assez simple de retrouver son corps de métier, ou en tout cas quelque chose qui est très proche. Moi, je vous conseille de commencer là-dessus. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le template, rajouter ses éléments, et puis notre site est fini. C'est vraiment important de le mettre à votre image, c'est le template qui doit s'adapter à vous, et non le contraire. Mais quand on commence et qu'on n'a jamais créé de site web avant, ça peut être vraiment une très bonne chose pour un petit peu démystifier le truc, et vous aider à passer ce syndrome de la page blanche, quand on n'a jamais créé de site web avant. Je vous dis d'expérience, quasi tous nos apprenants chez WebMyDeck commencent avec un template, ça les débloque, et après moi je n'ai jamais reconnu un seul template. Parce qu'évidemment en fait on détruit tout, on refait tout, mais ça vous permet voilà, de vous débloquer et de commencer à travailler. Donc on choisit un template avec son corps de métier, et ce qui est aussi très bien fait, c'est qu'une fois qu'on a choisi son corps de métier, eh bien Divi nous propose toutes les pages assez classiques qu'on va retrouver sur un site, donc contact, à propos, mes services, accueil. Donc si vous voyez vraiment un template qui vous plaît, vous pouvez vraiment l'injecter et travailler et avoir une très bonne cohérence graphique. Même si, je le répète, c'est vraiment au template de s'adapter à vous, vous devez faire un vrai travail de personnalisation, sinon ce serait trop facile. Moi, ce que je vous propose extrêmement rapidement, c'est de venir travailler from scratch, ce qui va me permettre de vous montrer un petit peu la philosophie et la facilité de l'outil. Donc me voilà en from scratch. Divi, ça fonctionne sous le système de lignes et de sections et de colonnes et de modules. Donc on va avoir une section qui peut être en fait l'entièreté de notre page. Dans cette section, on va venir ajouter des lignes. Quand on ajoute une ligne, on va venir choisir la structure de notre ligne. Est-ce qu'on a 2 colonnes? Est-ce qu'on a 3 colonnes? Et ensuite, dans chacune de nos colonnes, on va pouvoir venir ajouter un élément. Donc très simplement, par exemple, imaginons que je veuille mettre une image à droite et un texte à gauche. Eh bien, je vais donc venir me rajouter une ligne avec 2 colonnes. Hop, donc qui sont bien représentées ici par les 2 petits plus. Et dans chacune des colonnes, eh bien, je vais pouvoir venir rajouter un élément. C'est pour cette raison que la plupart des designers aujourd'hui travaillent d'abord au papier, enfin, ou en tout cas en maquette, avant de venir travailler sur from scratch. Parce qu'il y a une vraie réflexion en fait. Quand vous travaillez en maquette et que vous avez mis une image ici et un texte là, en fait il faut se demander est-ce que j'ai besoin de 2 colonnes, parfois j'ai besoin de 3 colonnes avec un écart en bas. Vous voyez, il y a une vraie réflexion. Donc moi je recommande la plupart du temps à nos apprenants vraiment de le faire d'abord sur une feuille, après de faire la structure comme ça et après de venir le remplir. En tout cas si on travaille avec les constructeurs, quel que soit le constructeur, Divi, Gutenberg ou Elementor fonctionnent tous avec ce système de lignes avec des colonnes, et dans les colonnes on met des choses. Donc ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir un petit peu en amont.
Donc ici sur notre modèle, vous voyez, on a créé donc une ligne, 2 colonnes, et on va pouvoir dans chacune des colonnes ajouter un module. Donc un module, c'est un élément en fait. Donc parmi les plus simples, on a dit qu'on avait texte, donc texte, pif, il est là. Il est sous ma tête. Hop. Et à droite, eh bien, je vais pouvoir venir rajouter image, comme ceci. Pouf. La grosse force de Divi, et d'ailleurs de la plupart des autres constructeurs, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle un constructeur visuel. C'est-à-dire que je vois en direct mes changements. Donc voilà comment on va créer la structure de la page. Et ensuite, en termes de personnalisation, en fait, on est vraiment sur quelque chose qui a une très bonne prise en main. On va toujours avoir nos 3 onglets là-haut, quel que soit le module sur lequel on travaille. Le premier onglet contenu. Sans surprise, c'est à cet endroit-là qu'on va injecter notre contenu. Donc ici, on va pouvoir mettre une image. À gauche, je vais pouvoir éditer mon texte. Donc c'est assez facile à comprendre et c'est assez naturel en fait. On a notre deuxième onglet qui est style. Et bien c'est ici que je vais pouvoir définir le style de mon module. Donc pour l'image, ça va être des bordures, une ombre derrière, un alignement. Donc évidemment, cet onglet-là diffère un petit peu en fonction du module sur lequel on est en train de travailler, mais on retrouve un petit peu tout à fait tout le temps les mêmes choses. Donc pareil, ça aussi c'est assez naturel. Et enfin l'onglet avancé qu'on ne travaille pas dans un premier temps, qui est vraiment pour aller un peu plus loin, notamment pour travailler le responsive. Mais en tout cas, ne vous en occupez pas au tout début. On va vraiment venir travailler contenu et style. Donc très très rapidement, comme je vous le dis, c'est assez naturel. Je pense que si là je laissais mon écran à qui que ce soit ici, je pense que globalement vous arriveriez à faire la modification. Donc image, hop. Donc moi j'en ai mis dans ma médiathèque avant le webinaire pour que ce soit plus rapide. Mais vous voyez, vous pouvez les téléverser ici directement de votre ordinateur. Donc je choisis mon image. Pif. Je la charge, tout simplement. Et par exemple, imaginons que je la trouve un peu trop grande, eh bien je vais me rendre dans dimensionnement et je vais pouvoir changer la largeur et pourquoi pas l'aligner. Alors évidemment, je vais pas pouvoir vous montrer toutes les fonctionnalités de Divi, mais mon objectif c'est de vous montrer que c'est vraiment facile, c'est vraiment à la portée de tout le monde, ça a une excellente courbe d'apprentissage. Donc au début effectivement on fait des choses un petit peu linéaires comme ça hein, quand on prend un petit peu la main, mais plus on s'améliore, plus on va vraiment pouvoir faire des trucs de fou avec Divi. On n'est vraiment absolument pas limité en termes de design sur Divi, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc dans un premier temps on apprend à créer du contenu avec Divi, et vraiment dans un deuxième et un troisième temps on peut vraiment faire du design de folie avec Divi. La bonne nouvelle, comme je disais, c'est qu'on est vraiment sur un éditeur visuel, donc on voit en direct ce qu'on fait. Il ne nous reste plus qu'à publier à la fin, et en fait là la page est en ligne. Bon, moi je travaille en local, mais dans l'idée la page est en ligne. Donc voilà pour Divi. Donc si vous voulez commencer à travailler avec un constructeur Divi, il faut compter 50 $ par an, ce qui est une dépense, mais ce qui est franchement au vu de ce que ça vous permet de faire, qui est quand même de l'argent bien investi au vu du temps que vous allez gagner. Je vous propose de vous montrer aussi Gutenberg. Donc Gutenberg, c'est le constructeur natif à WordPress. Donc je vais créer une autre page. Donc là pour le coup il vous faut installer un thème. Donc soit vous restez sur le thème de base 2022, soit vous mettez un thème un peu plus facile, un peu plus ergonomique. Et vous allez pouvoir donc commencer à travailler directement avec Gutenberg, donc qui, encore une fois je le répète, est le constructeur de page natif à WordPress. Donc pour ce faire, hop, on fait utiliser la mise en page par défaut. Et là on y est. Alors, on voit tout de suite que voilà, l'interface n'est pas tout à fait la même, elle est un petit peu moins accueillante, mais je vous promets que c'est pas si compliqué que ça. Gutenberg, il fonctionne également sous le système de blocs avec des colonnes. Donc, premièrement, on va venir ici rajouter des colonnes exactement comme sur Divi. Moi, le seul truc qui me dérange dans Gutenberg, c'est qu'ils mettent les colonnes dans les modules, alors que pour moi, ça vient avant les modules. Donc ça me dérange. Mais une fois qu'on le sait, ça marche. Donc, comme chez Divi, on va d'abord venir choisir la structure de notre première ligne. Donc, reprenons notre même exemple. On veut mettre une image à droite et un texte à gauche. Donc, on va venir prendre une ligne avec 2 colonnes. De la même façon, on va pouvoir dans chacune des colonnes venir ajouter un élément. Donc, par exemple, à gauche, on avait dit un texte, paragraphe chez eux. Hop. Alors, paragraphe, oui, par défaut, donc ceci est un texte. Hop. Et à droite, on va pouvoir venir ajouter tout simplement une image, de la même façon. Donc, comme tout à l'heure, on peut la téléverser ou on peut aller la chercher directement dans la médiathèque. Hop, pif. Et voilà. Comme pour Divi, vous avez toute une partie sur la stylisation de vos éléments. Donc chez Gutenberg, vous avez 2 endroits.
vous avez le premier endroit ici qui va venir avec les paramètres de style un peu de base, et à droite, vous allez avoir les styles, alors soit un peu plus compliqués, soit un peu plus détaillés. Donc par exemple, comme tout à l'heure, si je veux venir réduire la taille de mon image, eh bien je vais pouvoir cliquer ici. Donc, soit il me propose les pourcentages, soit je connais la proportion et je l'ajoute directement. Je vais pouvoir ensuite cliquer ici et modifier l'alignement pour le mettre au centre. Donc peut-être que vous le remarquez, vous voyez que la prise en main est un peu plus compliquée. Par exemple, pour l'aligner, c'était là, et puis pour le modifier la taille, c'était là. Donc c'est vrai que c'est un peu moins fluide, mais franchement, quand on s'entraîne un peu et qu'on prend l'habitude, on peut vraiment venir créer de toutes pièces sa page. De la même façon que chez Divi, on va avoir beaucoup de modules qui nous sont proposés. Ah, ils sont cachés. Hop, je vais me mettre là. Non. On a beaucoup de modules. Alors, il ne veut pas me les ouvrir. Hop, on va les ouvrir là. Donc, comme chez Divi, on va avoir pas mal de modules qu'on va pouvoir rajouter. Donc, on va pas être limité en termes de fonctionnalité. Et comme dit, il n'y a pas de version payante. Donc, on ne va pas avoir besoin de payer pour avoir plus de modules. Voilà pour Gutenberg. Je suis désolée, je pensais que j'aurais un peu plus de temps. J'aurais préféré vraiment retravailler une page un peu plus avec vous. Est-ce que vous voulez quand même qu'on prenne 5 minutes pour regarder les plugins, ou est-ce que vous vous contenterez de la slide à la fin du PowerPoint qu'on peut vous envoyer? Hop. Là, c'est le moment où vous n'hésitez pas à prendre. Bon, ben je prends une minute alors pour les plugins. Donc moi je vous en conseille 5. Le premier, c'est WooCommerce pour ajouter une boutique en ligne. C'est gratuit, c'est absolument essentiel. C'est vraiment le leader du marché. Aujourd'hui, la majorité des boutiques en ligne sont propulsées par WooCommerce. Vous aurez besoin de Yoast SEO pour pouvoir gérer votre SEO. J'aime utiliser le mot gérer parce qu'évidemment c'est pas Yoast SEO qui va vous permettre d'être en première page à votre requête, mais c'est lui qui va vous permettre de pouvoir faire les choses pour être en première page. Donc vraiment en fait sans ce plugin vous n'avez même pas les champs qui sont ouverts pour pouvoir le faire. Donc vraiment hyper important. Le troisième, c'est WordFence, qui de la même façon va vous permettre de gérer la sécurité et de l'améliorer. Encore une fois, c'est pas parce que le plugin est installé que la sécurité est à 100%. Il y a des réglages à faire, mais sans ce plugin, vous ne pouvez pas avoir accès à ces réglages. Donc super important. Et enfin, les deux derniers, WP Optimize, qui va vous permettre d'optimiser la rapidité de votre site avec des réglages assez simples, donc ce qui vous permet d'avoir un site rapide, ce qui va augmenter la conversion de vos visiteurs et le référencement. Et enfin, le dernier, alors celui-là, il est non négociable, c'est Updraft Plus, qui va vous permettre de mettre en place des sauvegardes récurrentes de votre site web. Donc là, si vous commencez aujourd'hui à créer votre site, vous installez à la fin de ce webinaire Updraft Plus et vous mettez en place des sauvegardes quasi journalières si vous bossez tous les jours sur votre site pour ne prendre absolument aucun risque de perdre votre travail. Dernière chose, ces 5 plugins sont gratuits, ou en tout cas ont une version gratuite qui est largement suffisante, en tout cas au début, pour commencer. Et WooCommerce, lui, tout le temps gratuit, quel que soit ce que vous en faites. Hop. Eh bien, merci beaucoup. Je vais couper mon PowerPoint et puis je vais revenir sur le Google Meet. Et puis, je réponds bien sûr à vos questions si vous en avez et si vous avez encore un petit peu de temps avec moi.